Mon gendre avait oublié son téléphone chez moi, et quand j'ai lu son message concernant ma fille décédée, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Comment pouvait-il écrire des choses pareilles sur Aminata, ma fille chérie qui nous avait quittés il y a seulement 2 mois dans ce terrible accident de voiture? Le message que j'ai découvert sur son écran allumé était d'une cruauté inimaginable, parlant d'elle comme si sa mort avait été un soulagement, comme si elle avait été un fardeau dans sa vie. Mes mains tremblaient en tenant ce téléphone qui révélait la véritable nature de l'homme que j'avais accueilli comme un fils. Ce que Pierre ignorait complètement, c'est que ma fille avait tout prévu, qu'elle m'avait confié ses doutes sur lui avant de mourir, et que j'avais désormais entre les mains de quoi révéler qui il était vraiment. Je m'appelle Fatou Diallo, j'ai 62 ans, et je vis à Bobigny depuis plus de 30 ans. Ma fille Aminata était mon soleil, ma fierté, une brillante avocate de 34 ans, spécialisée en droit des affaires qui avait épousé Pierre Moreau il y a 3 ans. Un mariage que j'avais béni à l'époque, persuadé qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Pierre était charmant, attentionné, du moins en apparence. Il travaillait dans la finance, gagnait bien sa vie et semblait adorer ma fille. Ils habitaient un bel appartement dans le 16e arrondissement, menaient une vie confortable, et j'espérais secrètement voir des petits-enfants arriver bientôt. Le drame s'est produit un soir de novembre pluvieux. Aminata revenait d'un rendez-vous client tardif, quand sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et percuté un platane. Les pompiers ont dit qu'elle était morte sur le coup. Mon monde s'est écroulé ce jour-là. Perdre son enfant, c'est un déchirement que seuls les parents qui l'ont vécu peuvent comprendre. Pierre semblait anéanti lui aussi, pleurait lors des funérailles, me consolait en me disant qu'elle était maintenant en paix. Il venait régulièrement me voir, m'aidait avec les démarches administratives, se montrait présent et bienveillant. Mais quelque chose me dérangeait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Des détails troublants commençaient à s'accumuler. D'abord, il avait été étrangement pressé de vider l'appartement qu'il partageait, donnant les affaires d'Aminata à des associations caritatives sans me demander mon avis. Ensuite, il avait mentionné vouloir vendre leur résidence secondaire en Normandie très rapidement, prétextant que les souvenirs étaient trop douloureux. Il évitait aussi de parler des projets qu'ils avaient ensemble, changeait de sujet quand j'évoquais leur dernière conversation ou leur dernière sortie. La semaine dernière, Pierre était venu dîner chez moi, comme il le faisait désormais tous les dimanches. Nous avions parlé de tout et de rien, mais j'avais remarqué qu'il consultait sans cesse son téléphone, répondait à des messages en souriant. Quand je lui avais fait remarquer qu'il semblait distrait, il m'avait dit que c'était des collègues qui plaisantaient pour lui remonter le moral. En partant, dans sa précipitation, il avait oublié son téléphone sur ma table basse. Je l'avais appelé immédiatement, mais il était déjà loin, alors j'avais décidé de le garder jusqu'au lendemain. Ce dimanche matin, vers 10 heures, son téléphone s'était mis à vibrer constamment. L'écran s'allumait et s'éteignait sans cesse. D'abord, j'ai essayé de l'ignorer, mais les notifications étaient si fréquentes que j'ai fini par regarder. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des messages d'une certaine Camille s'affichaient en aperçu sur l'écran de verrouillage. Des messages d'amour, des phrases intimes, des projets de week-end romantiques. Mon gendre entretenait une liaison. Et visiblement, cette relation ne datait pas d'hier. La curiosité et la colère m'ont poussé à essayer de déverrouiller le téléphone. Le code était facile à deviner pour quelqu'un qui connaissait Pierre, la date de naissance d'Aminata, qu'il prétendait ne jamais pouvoir oublier. L'ironie était amère. Une fois dans ces messages, j'ai découvert l'horreur absolue. Cette conversation avec Camille remontait à plusieurs mois, bien avant la mort de ma fille. Mais le pire était encore à venir. Dans un message daté d'il y a 1 semaine, Pierre écrivait à cette femme que la mort d'Aminata avait été en fait une libération, qu'il se sentait enfin libre de vivre sa vraie vie avec elle. Il décrivait ma fille comme quelqu'un d'épuisant, trop ambitieuse, trop exigeante, qui l'empêchait d'être heureux. Il racontait comment il comptait utiliser l'héritage et l'assurance-vie pour s'installer avec Camille dans une nouvelle maison, loin de tous les souvenirs. Il se moquait même de mes visites dominicales, disant qu'il devait jouer la comédie du gendre éploré encore quelques mois avant de pouvoir disparaître complètement de ma vie. Si cette révélation vous révolte déjà,
Abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Les messages continuaient, chacun plus insupportable que le précédent. Pierre racontait à Camille comment il avait habilement manipulé la situation depuis la mort d'Aminata, se faisant passer pour le veuf inconsolable auprès de moi et de la famille. Il décrivait avec un cynisme révoltant la façon dont il avait organisé les funérailles pour donner l'image du mari parfait, tout en planifiant secrètement son avenir avec sa maîtresse. Dans un message particulièrement cruel, il écrivait qu'il était soulagé de ne plus avoir à supporter les ambitions professionnelles d'Aminata, ses discussions sur ses dossiers juridiques et surtout ses questions sur leur couple qui devenaient de plus en plus fréquentes. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai réalisé qu'Aminata avait probablement découvert cette liaison. En remontant dans l'historique, j'ai trouvé des messages où Pierre semblait inquiet, mentionnant qu'Aminata posait des questions sur ses sorties tardives, qu'elle était devenue soupçonneuse. Il écrivait à Camille qu'il fallait être plus discret, que sa femme était avocate et donc pas facile à duper. Dans un message daté de 3 semaines avant l'accident, Pierre avouait avoir eu une dispute terrible avec Aminata, qu'il avait accusée d'avoir une aventure. Il avait tout nié, mais il craignait qu'elle ne commence à enquêter sérieusement. Plus troublante encore, j'ai découvert que le soir de l'accident, Aminata n'était pas vraiment en rendez-vous client, comme Pierre l'avait raconté à tout le monde. Les messages révélaient qu'elle était partie de la maison en colère après une énième dispute à propos de Camille. Pierre écrivait qu'elle avait quitté leur appartement en claquant la porte, en disant qu'elle allait découvrir la vérité et qu'il le paierait cher. Il semblait presque soulagé qu'elle soit sortie par ce temps épouvantable, mentionnant qu'au moins elle ne fouillerait pas dans ses affaires pendant qu'il était avec Camille ce soir-là. Cette révélation a transformé ma douleur en rage pure. Ma fille était morte le cœur brisé, sachant que son mari la trompait, et lui, il osait jouer la comédie devant moi depuis 2 mois. Mais ce n'était pas tout. En fouillant davantage dans son téléphone, j'ai découvert qu'il avait déjà pris contact avec plusieurs agences immobilières pour vendre l'appartement d'Aminata et leur maison secondaire. Il avait également rendez-vous avec le notaire la semaine suivante pour finaliser les démarches de succession. Tout était calculé, planifié, organisé pour effacer rapidement toute trace de ma fille de sa vie. J'ai également trouvé des recherches sur ses navigateurs Internet qui m'ont fait froid dans le dos. Il avait cherché des informations sur les assurances-vie, les délais de versement après un décès accidentel et même les droits des beaux-parents dans les successions. Il s'était renseigné sur la façon de se débarrasser légalement des affaires personnelles d'un conjoint décédé. Cet homme avait transformé le deuil en business plan, et moi qui le plaignais, qui l'invitais à dîner pour qu'il ne se sente pas seul. Le plus révoltant était de découvrir les photos qu'il envoyait à Camille. Des selfies pris dans notre salon le dimanche, avec des commentaires sarcastiques sur mes plats traditionnels sénégalais qu'il prétendait adorer. Il se moquait de mes histoires sur le Sénégal, imitait mon accent dans des messages vocaux qui faisaient rire sa maîtresse. Il décrivait mes tentatives pour le consoler comme pathétiques, se vantant de sa capacité à jouer le rôle du gendre attentionné. Dans un message, il écrivait même qu'il comptait les jours avant de pouvoir arrêter cette mascarade et ne plus jamais remettre les pieds à Bobigny. Mais Pierre avait commis une erreur fatale en sous-estimant ma fille et en me sous-estimant moi aussi. En continuant à explorer son téléphone, j'ai réalisé qu'Aminata avait été plus maligne qu'il ne le pensait. Elle avait commencé sa propre enquête sur lui, et ce que j'ai découvert dans ses derniers échanges avec Pierre m'a fait comprendre qu'elle avait probablement réuni des preuves de son infidélité avant de mourir. Dans leur dernière dispute par message, elle mentionnait avoir trouvé des éléments compromettants et menaçait de tout révéler à leurs familles respectives et à ses collègues du cabinet d'avocats. Ce qui m'a achevé, c'est de lire le dernier message qu'Aminata lui avait envoyé le jour de sa mort, un message auquel il n'avait jamais répondu. Elle écrivait qu'elle avait découvert non seulement son aventure avec Camille, mais aussi ses mensonges sur leurs finances communes. Elle l'accusait d'avoir détourné de l'argent de leur compte joint pour financer ses sorties avec sa maîtresse. Elle lui donnait jusqu'au lendemain pour tout avouer, sinon elle porterait plainte pour détournement de fonds et demanderait le divorce immédiatement. Pierre n'avait jamais eu l'occasion de répondre à ce message, mais ses échanges avec Camille ce soir-là révélaient sa panique totale. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La colère, la tristesse
Et surtout, la détermination se mélangeait dans mon cœur. Ma fille était morte en sachant la vérité sur son mari, et maintenant, j'avais entre les mains toutes les preuves de sa duplicité. Mais j'avais aussi autre chose que Pierre ignorait complètement. Aminata, méfiante depuis quelques semaines, était venue me voir juste avant sa mort pour me confier ses soupçons et me remettre des documents importants en me demandant de les garder précieusement au cas où il lui arriverait quelque chose. Avez-vous déjà découvert la vraie nature de quelqu'un que vous aimiez? Partagez votre expérience en commentaire. Les documents qu'Aminata m'avait confiés une semaine avant sa mort étaient soigneusement cachés dans le coffre-fort que j'avais installé dans ma chambre après le décès de mon mari. Ma fille était venue me voir un soir, visiblement troublée, et m'avait remis une enveloppe scellée en me disant que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devrais l'ouvrir et contacter son associé au cabinet, Maître Sarah Dupont. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était simplement stressée par son travail, mais maintenant, je comprenais qu'elle pressentait déjà le danger qui planait autour d'elle. En ouvrant cette enveloppe avec des mains tremblantes, j'ai découvert l'étendue du travail d'enquête de ma fille. Elle avait constitué un véritable dossier sur Pierre, avec des relevés bancaires, des captures d'écran de conversation, des photos et même des témoignages écrits. Aminata avait découvert que Pierre détournait de l'argent de leur compte commun depuis plus d'1 an pour financer ses sorties avec Camille. Il avait utilisé leur carte de crédit joint pour payer des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe et même des bijoux qu'il offrait à sa maîtresse. Le dossier révélait également que Pierre avait menti sur sa situation financière personnelle. Il était en réalité criblé de dettes de jeu, ayant développé une addiction aux paris sportifs en ligne qui lui avait fait perdre une fortune. Il avait emprunté de l'argent à des amis en utilisant le nom et la réputation professionnelle d'Aminata comme garantie, sans jamais lui en parler. Ma fille avait découvert ces mensonges en recevant des appels de créanciers qui réclamaient le remboursement de sommes importantes que Pierre avait empruntées en prétendant que sa femme avocate se portait garante. Plus grave encore, Aminata avait des preuves que Pierre avait falsifié sa signature sur plusieurs documents bancaires pour augmenter les plafonds de leurs cartes de crédit et contracter des prêts à la consommation. En tant qu'avocate spécialisée en droit des affaires, elle savait exactement quelle loi il avait enfreinte et quelle poursuite pénale il risquait. Le dossier contenait une plainte déjà rédigée qu'elle s'apprêtait à déposer, l'accusant de faux et usage de faux, d'abus de confiance et de détournement de fonds. Mais la découverte la plus choquante concernait l'assurance vie. Pierre avait récemment modifié les termes de leur assurance vie commune, augmentant considérablement le capital en cas de décès d'Aminata. Il avait fait ces démarches en prétendant que c'était pour protéger leur avenir et leurs futurs enfants, mais les documents révélaient qu'il avait également souscrit une assurance vie supplémentaire sur la vie de ma fille à son insu. Les primes étaient prélevées sur leur compte joint, mais seul Pierre en était le bénéficiaire. Cette révélation m'a terrifiée. Mon gendre avait-il simplement profité de l'accident de ma fille ou avait-il joué un rôle plus sombre dans sa mort? Le dossier d'Aminata contenait des notes troublantes sur les disputes de plus en plus violentes qu'ils avaient et sur le comportement de plus en plus agressif de Pierre quand elle l'interrogeait sur ses sorties et ses dépenses. Elle mentionnait qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises, lui disant que si elle le quittait, elle le regretterait amèrement. J'ai passé toute la nuit suivante à étudier ces documents, à recouper les informations avec les messages que j'avais trouvés sur son téléphone. Le puzzle prenait forme et révélait un homme que je ne connaissais pas. Un manipulateur qui avait épousé ma fille pour son argent et sa position sociale, et qui s'était débarrassé d'elle quand elle était devenue trop gênante. La colère qui montait en moi était d'une intensité que je n'avais jamais ressentie. Cet homme avait détruit ma fille psychologiquement avant qu'elle ne meure, et maintenant, il osait jouer la comédie devant moi. Le lendemain matin, Pierre a sonné à ma porte pour récupérer son téléphone. Je l'ai accueilli avec mon sourire habituel, lui ai servi le thé comme à mon habitude, et j'ai observé son visage pendant qu'il consultait ses messages. Il a pâli en voyant tous les appels manqués de Camille, mais il a prétendu que c'était sa sœur qui s'inquiétait pour lui. Il mentait avec une aisance qui me révoltait, mais je n'ai rien laissé paraître. J'avais décidé de jouer son propre jeu. Ce qui m'a donné la force de garder mon calme, c'est de savoir qu'Aminata avait prévu ma réaction.
Dans son dossier, elle avait laissé une lettre personnelle pour moi, où elle m'expliquait qu'elle avait des doutes sur Pierre depuis des mois et qu'elle comptait sur moi pour faire justice si quelque chose lui arrivait. Elle me connaissait bien, ma fille. Elle savait que je ne laisserais jamais impunie la personne qui lui avait fait du mal. Cette semaine-là, j'ai contacté maître Sarah Dupont, l'associée d'Aminata, pour lui remettre le dossier. Sarah était une femme brillante, une amie proche de ma fille, et quand elle a pris connaissance des documents, sa colère égalait la mienne. Elle m'a expliqué que nous avions suffisamment d'éléments pour porter plainte contre Pierre pour plusieurs délits graves et que les autorités prendraient cette affaire très au sérieux. Elle m'a également conseillé de ne rien dire à Pierre et de continuer à jouer le rôle de la belle-mère éplorée le temps que l'enquête se mette en place. Pendant cette période d'attente, les dimanches avec Pierre sont devenus un véritable supplice. Je devais l'écouter me mentir sur ses journées, sur ses sentiments, sur son prétendu chagrin, tout en sachant exactement ce qu'il faisait de ses soirées et de ses week-ends. Il me parlait parfois d'Aminata avec une fausse nostalgie qui me donnait envie de lui jeter la vérité au visage. Mais je me retenais en pensant à ma fille qui méritait que justice soit rendue de la meilleure façon possible. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages et likez si vous croyez en la justice, car vous devez connaître le dénouement. Le plan de justice pour Pierre a commencé à se mettre en place 3 semaines après ma découverte. Maître Sarah Dupont avait transmis le dossier d'Aminata au procureur de la République, et une enquête préliminaire avait été ouverte pour détournement de fonds, faux et usage de faux, et abus de confiance. Mais Sarah et moi avions décidé d'aller plus loin. Ma fille méritait que toute la vérité éclate au grand jour, et que Pierre paye pour chacun de ses mensonges. La première étape a été de contacter l'employeur de Pierre. Aminata avait noté dans son dossier que son mari avait probablement utilisé des informations confidentielles de son travail pour ses paris sportifs, ayant accès à des données financières qui lui donnaient des avantages sur certains investissements. Sarah a rédigé une lettre anonyme à la direction de sa banque, suggérant un audit des comptes et des activités de Pierre Moreau. L'enquête interne n'a pas tardé à révéler des irrégularités dans sa gestion de certains dossiers clients. Parallèlement, j'ai commencé à rassembler des témoignages sur le véritable comportement de Pierre envers ma fille. J'ai contacté les voisins de leur immeuble dans le 16e arrondissement, en me présentant comme une belle-mère inquiète qui cherchait à comprendre les derniers mois de sa belle-fille. Plusieurs personnes m'ont confié qu'elles entendaient régulièrement des disputes violentes venant de leur appartement, avec Pierre qui criait et claquait les portes. Une voisine âgée, Madame Rousseau, m'a même raconté qu'elle avait vu Pierre partir avec une valise plusieurs soirs par semaine, laissant Aminata seule à la maison. Le témoignage le plus accablant est venu de la gardienne de l'immeuble, Madame Martinez. Elle m'a révélé que Pierre recevait régulièrement une jeune femme blonde dans l'appartement quand Aminata était au travail. Cette femme, qui correspondait exactement à la description de Camille d'après ses photos sur les réseaux sociaux, venait parfois passer des après-midi entiers dans l'appartement conjugal. La gardienne avait trouvé cette situation bizarre, mais n'avait jamais osé en parler à Aminata par discrétion. J'ai également découvert que Pierre avait menti sur les circonstances de l'accident d'Aminata. En contactant le restaurant où elle était censée avoir eu son rendez-vous client ce soir-là, j'ai appris qu'aucun rendez-vous n'était prévu et qu'Aminata n'y était jamais venue. Pierre avait inventé cette histoire pour justifier sa présence ailleurs ce soir-là. En croisant cette information avec ses messages à Camille, j'ai compris qu'il était effectivement avec sa maîtresse au moment où ma fille roulait seule sous la pluie, le cœur brisé par leur dispute. Ce qui m'a donné une satisfaction particulière, c'est de découvrir que Camille elle-même ignorait la plupart des mensonges de Pierre. En me renseignant discrètement sur elle, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, j'ai appris qu'elle croyait sincèrement que Pierre était en instance de divorce avec Aminata depuis des mois. Il lui avait raconté que sa femme était d'accord pour une séparation à l'amiable et qu'ils attendaient simplement les papiers du notaire. Camille était loin d'imaginer qu'elle était la maîtresse d'un homme marié qui manipulait tout le monde autour de lui. Le moment du retournement a commencé lors d'un dimanche ordinaire, 4 semaines après ma découverte. Pierre était venu dîner comme d'habitude et j'avais préparé son plat préféré en jouant parfaitement mon rôle de belle-mère attentionnée. Il me parlait de ses projets d'avenir,
mentionnant vaguement qu'il pensait peut-être déménager pour prendre un nouveau départ. Il évoquait aussi la possibilité de voyager, de changer d'air pour surmonter son chagrin. Chacun de ces mots résonnait comme un mensonge supplémentaire dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui tendre un piège. Je lui ai dit que j'avais trouvé une lettre d'Aminata dans mes affaires, une lettre qu'elle m'avait apparemment envoyée juste avant sa mort, mais qui était arrivée avec du retard à cause d'un problème postal. J'ai vu Pierre se figer, ses mains trembler légèrement en tenant sa tasse de thé. Il m'a demandé d'une voix étranglée ce que disait cette lettre, en essayant de garder un ton détaché. Je lui ai alors raconté une version modifiée de la vérité, en lui expliquant qu'Aminata me parlait de ses soupçons sur son comportement et qu'elle évoquait des documents importants qu'elle avait cachés quelque part. J'ai vu la panique envahir son visage. Il a commencé à bégayer, à me dire que ma fille était très stressée ces derniers temps, qu'elle imaginait des choses qui n'existaient pas. Il a même osé suggérer qu'Aminata avait peut-être eu des problèmes psychologiques avant sa mort. Cette réaction m'a donné la confirmation que j'attendais. Pierre savait exactement de quoi Aminata était capable et quelles preuves elle pouvait avoir rassemblées contre lui. Sa peur était palpable, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai vu le vrai visage de cet homme, celui d'un lâche qui panique à l'idée d'être démasqué. Il a écourté sa visite ce soir-là, prétextant un mal de tête soudain, mais je savais qu'il rentrait chez lui pour chercher partout si Aminata avait caché des documents compromettants. Le lendemain, il m'a appelé 3 fois pour me demander si j'avais bien lu toute la lettre, s'il n'y avait pas d'autres documents avec, et si je comptais la montrer à quelqu'un. Sa nervosité grandissante me confirmait que nous étions sur la bonne voie. Sarah et moi avions décidé que le moment était venu de passer à l'action. La police avait terminé son enquête préliminaire et avait suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Ce qui allait suivre dépasserait tout ce que Pierre pouvait imaginer. Car pendant qu'il s'inquiétait de cette fausse lettre, nous préparions une révélation publique qui allait détruire sa réputation et révéler sa vraie nature à tous ceux qui l'entouraient. Ma fille allait enfin avoir la justice qu'elle méritait, et moi, j'allais avoir la satisfaction de voir cet homme payer pour tout le mal qu'il lui avait fait. L'arrestation de Pierre a eu lieu un mercredi matin à 9h, dans les bureaux de sa banque, devant tous ses collègues. J'avais demandé à être prévenue du moment exact, et Sarah m'avait obtenu cette faveur auprès du commissaire chargé de l'enquête. Quand mon téléphone a sonné pour m'annoncer que Pierre venait d'être menotté et emmené au commissariat, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de satisfaction que je n'oublierai jamais. Justice était enfin rendue à ma fille. Mais ce n'était que le début de sa chute. L'enquête de police avait révélé des détails encore plus sordides que ce qu'Aminata avait découvert. Pierre avait non seulement détourné l'argent de leur couple, mais il avait également escroqué plusieurs de ses clients de la banque en leur proposant de faux investissements dont il empochait les bénéfices. Il utilisait sa position et sa réputation d'homme marié à une avocate réputée pour inspirer confiance à ses victimes. L'argent volé servait à financer ses dettes de jeu et ses sorties luxueuses avec Camille. Le scandale a éclaté dans tous les journaux locaux. Les titres parlaient du banquier indélicat qui escroquait ses clients pendant que sa femme avocate mourait dans un accident. La presse s'est emparée de l'histoire avec avidité, révélant tous les détails de sa double vie. Les journalistes ont interviewé les voisins, les collègues d'Aminata, et même Camille, qui a découvert avec horreur qu'elle avait été manipulée depuis le début. Cette femme, qui croyait vivre une histoire d'amour avec un homme sur le point de divorcer, s'est retrouvée dans tous les journaux comme la maîtresse du veuf indigne. Ce qui m'a particulièrement satisfaite, c'est de voir la réaction de la famille de Pierre. Ses parents, qui avaient toujours regardé Aminata de haut parce qu'elle était noire, ont découvert la vraie nature de leur fils avec stupéfaction. Sa mère, qui m'avait toujours parlé avec condescendance lors des repas de famille, est venue me présenter ses excuses en pleurant. Elle m'a dit qu'elle avait honte de son fils et qu'elle comprenait maintenant pourquoi Aminata semblait parfois distante lors de leur rencontre familiale. L'enterrement de la réputation de Pierre a été aussi spectaculaire que ses mensonges. Sa banque l'a licencié pour faute grave et a porté plainte contre lui pour les préjudices causés à l'établissement. Ses anciens amis l'ont tous abandonné quand ils ont découvert qu'il s'était servi de leur nom pour emprunter de l'argent qu'ils n'avaient jamais remboursé.
Même Camille a témoigné contre lui, révélant tous les mensonges qu'il lui avait racontés et les promesses qu'il avait faites avec l'argent de ma fille. Le procès a été un moment de vérité absolue. Sarah a représenté les intérêts de la succession d'Aminata avec une brillance qui m'a rappelé ma fille. Elle a démontré point par point comment Pierre avait manipulé, volé et trahi la confiance de tous ceux qui l'entouraient. Les preuves accumulées par Aminata avant sa mort ont été déterminantes pour sa condamnation. Mon témoignage sur sa comédie de veuf éploré a particulièrement marqué le jury et la salle d'audience. Ce qui m'a ému aux larmes, c'est quand le juge a rendu son verdict. Pierre a été condamné à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds, faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Mais au-delà de la peine, ce qui comptait pour moi, c'est que la mémoire d'Aminata était enfin lavée de tous ces mensonges. Le juge a rendu hommage à ma fille dans son jugement, soulignant son courage d'avoir mené cette enquête malgré les menaces de son mari et sa prévoyance d'avoir constitué ce dossier qui a permis de révéler la vérité. La suite des événements a dépassé mes espérances les plus folles. Les clients escroqués par Pierre ont récupéré leur argent grâce à la vente forcée de tous ses biens. L'appartement qu'il partageait avec Aminata, la maison secondaire, ses voitures de luxe, tout a été saisi et vendu aux enchères. Camille s'est retrouvée avec les dettes qu'il avait contractées en son nom, découvrant qu'il l'avait utilisée elle aussi dans ses escroqueries. Elle a dû vendre son propre appartement pour rembourser les créanciers. Mais la vraie justice pour Aminata est venue d'ailleurs. Les collègues de ma fille au cabinet d'avocats ont créé une bourse d'études en son nom pour aider les jeunes femmes issues de l'immigration à faire des études de droit. Ils ont organisé une cérémonie magnifique où tous ses anciens clients sont venus témoigner de son professionnalisme et de sa générosité. Son associée Sarah m'a remis une plaque commémorative qui trône maintenant dans mon salon, à côté des photos de ma fille souriante. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de Pierre depuis sa prison. Il me demandait pardon, prétendait avoir compris ses erreurs et osait même me dire qu'il avait vraiment aimé Aminata à sa façon. J'ai déchiré cette lettre sans la finir. Cet homme n'avait toujours rien compris. Il ne méritait même pas ma colère, encore moins mon pardon. Aujourd'hui, je vis avec la paix de savoir que ma fille peut reposer en paix. Sa mémoire est honorée, sa vérité a été rétablie, et l'homme qui l'a trahi paye pour ses crimes. Chaque dimanche, au lieu de recevoir ce menteur dans ma maison, je vais me recueillir sur sa tombe en lui racontant tous les progrès de l'enquête et toutes les victoires que nous avons remportées ensemble. Aminata avait vu juste en me confiant ce dossier. Elle savait que sa mère ne laisserait jamais impunie la personne qui lui avait fait du mal. Cette histoire nous enseigne que la vérité finit toujours par éclater et que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes pour rendre justice à son enfant. Pierre pensait pouvoir manipuler une vieille dame de Bobigny, mais il avait sous-estimé la détermination d'une mère sénégalaise qui avait élevé une fille brillante et courageuse. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin, merci de m'avoir écouté. Si vous croyez que chacun mérite respect et reconnaissance, abonnez-vous pour plus de témoignages comme le mien.